Fort est de constater que le départ de la MINUSMA au Mali continue de faire des remous. Human Rights Watch, dans sa récente sortie, l'ONG met en lumière les atrocités qu'auraient commises les forces armées maliennes et leurs alliés, les instructeurs russes, aux côtés des groupes armés terroristes. 3 moments clés à retenir de cette nouvelle sortie: de graves abus commis contre les civils depuis le retrait de la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali, l'échec des autorités maliennes à traduire en justice les membres des forces armées maliennes ainsi que du groupe militaire russe Wagner, ainsi que l'appel lancé au gouvernement pour un travail approfondi avec la Commission nationale des droits de l'homme. Sur quoi se fondent ces nouvelles accusations portées contre l'armée malienne par Human Rights Watch? Quelle crédibilité faut-il donner à ces accusations? Nous tenterons bien sûr de cerner surtout la méthode de collecte de l'information et nous mettrons bien sûr en lumière ce qui est précisément dit dans ce rapport dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité. Et puis en deuxième partie, rejeter et humilier la France qui a longtemps régné en maître sur une grande partie du continent, apprend à ses dépens que l'Afrique n'est plus disposée à se laisser dicter sa conduite. En difficulté au Sahel, Paris semble être tourné vers un autre poids en Afrique. On parle bien sûr d'un autre partenaire, précisément en Afrique de l'Ouest, en l'occurrence le Nigeria, pays avec lequel Emmanuel Macron a conclu une série d'accords économiques et stratégiques à l'occasion de la visite d'État effectué les 28 et 29 novembre dernier par son homologue Bola Ahmed Tinubu. Dans ce contexte géopolitique tendu, faut-il s'inquiéter du rapprochement entre Abuja et Paris? La France peut-elle avoir des relations de coopération différentes avec le Nigeria que celles entretenues jusqu'ici avec le Niger, le Mali ou encore le Burkina Faso? Si oui, en quoi et pour quelles implications sur le plan sous-régional? Voilà, mesdames, messieurs, les principales articulations de cette émission de Point sur l'actualité. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir à vous et bienvenue sur les antennes de For You Media Africa. Vous êtes au bon endroit, l'endroit où se croisent information et débat. C'est donc une nouvelle émission qui débarre à l'instant. Nous irons du côté de Ségou, entre autres. Nous irons également à Mopti, à Kidal, à Menaka ou encore à Bandiagara, les principales régions dans lesquelles Human Rights Watch dit avoir mené plusieurs entretiens et avoir bien sûr entendu plusieurs témoins. Après, les conclusions sont formelles. L'armée malienne aurait commis des abus graves sur des civils, aux côtés justement de leurs alliés, les instructeurs russes ou encore les groupes armés et terroristes. Mais quelle crédibilité faut-il donner à ces nouvelles accusations portées par Human Rights Watch? Nous tenterons de mieux cerner les contours justement de ce rapport, mais surtout les détails évoqués, relevés justement par l'ONG en question, aux côtés de nos invités. Et puis en deuxième partie, nous reviendrons sur la récente visite à Paris du président nigérian Bola Ahmed Tinubu. Paris et Abuja ont renforcé leurs relations de coopération, ceci dans un contexte géopolitique tendu. Du coup, on s'interroge: comment expliquer justement cette marque d'intérêt portée par la France pour le Nigeria? Nous tenterons également de questionner cette nouvelle forme de coopération qui se dessine. La France peut-elle entretenir des relations bilatérales différentes de celles qu'elle entretenait jusqu'ici avec des pays comme le Mali, le Niger ou encore le Burkina Faso? Si oui, en quoi? Ou alors quelles en seront les implications sur le plan sous-régional? Ceci aux côtés de l'invité permanent de cette émission du Point sur l'actualité. André Christelle Fanga est avec nous ce soir, une fois de plus. Merci DP. Bonsoir et bienvenue à vous. Monsieur Nguele, c'est un devoir pour moi. C'est un engagement panafricain. C'est même un engagement personnel pour défendre la cause africaine, construire un narratif typiquement africain, donner l'information à l'africaine et analyser les situations à l'africaine. Donc, je suis fier d'être sur votre plateau, de jour comme de nuit,
pour justement débattre des questions que vous mettez à notre disposition pour que nous puissions éclairer la lanterne des Africains. Bonsoir à tous les téléspectateurs partout où ils se trouvent dans le monde, parce qu'ils sont tellement nombreux. Merci pour vos encouragements. Nous recevons vos messages et particulièrement un bonsoir à ces pays de l'AES, c'est-à-dire Burkina Faso, Niger, Mali, qui aujourd'hui prouvent à la face du monde que l'Afrique n'est pas cette Afrique qui a de cela 60 ans, 70 ans. Cette Afrique n'est plus l'Afrique des années 80, 85, 90, où la France pouvait imposer ses lois et ses règles sur notre continent. Aujourd'hui, cette Afrique-là, c'est une Afrique émancipée, jaloux de sa souveraineté, jaloux de ses positions, jaloux de ses connaissances, jaloux de son génie, jaloux de ses hommes, jaloux de sa jeunesse. Et je pense que cette jeunesse africaine mérite d'être saluée, cette jeunesse qui est debout, pas celle qui s'hasarde dans les jeux hasard, qui s'hasarde dans l'alcool, qui s'hasarde sur tout, sauf l'engagement panafricain que nous avons aujourd'hui. Donc nous rappelons à cette jeunesse-là que nous devons obéir à l'appel, n'est-ce pas, au devoir de la patrie, de l'Afrique, de la mère de l'humanité qui nous appelle à libérer cette Afrique-là de la colonisation, de la néocolonisation, de l'impérialisme et de tous ses corollaires. Merci à vous André Christelle Fanga. Aux côtés également de Boubou Doucouré, j'appelle que vous êtes analyste politique. Vous avez travaillé notamment à la primature, ancien conseiller à la primature du côté du Mali, ancien chef de la cellule de communication. Vous avez également travaillé au niveau du cabinet du ministère des Transports, de la fonction publique ainsi que du dialogue social. Vous êtes également un habitué de ces plateaux du Point sur l'actualité. Bonsoir à vous Boubou Doucouré. Bonsoir à vous, Nguéné. Bonsoir, M. Fanga. Bonsoir à tous les auditeurs de For You Media Africa. Et encore une fois, c'est toujours un plaisir de nous retrouver sur votre plateau pour échanger sur l'actualité et débattre des vrais sujets qui peuvent éclairer les Africains, panafricains surtout. Merci. Et avec vous largement, Boubou Doucouré, nous reviendrons sur ces accusations portées par Human Rights Watch contre les forces armées maliennes, les FAMA, aux côtés justement de leurs alliés, les instructeurs russes, mais également, c'est inédit, c'est la première fois qu'on entend Human Rights Watch accuser également au même moment les groupes armés et terroristes. 3 moments clés à retenir justement de cette nouvelle sortie. Selon Human Rights Watch, les forces armées maliennes appuyées par le groupe, ou du moins par leurs alliés, russes, soutenus justement par la Fédération de Russie, entre autres, ont commis de graves abus contre les civils depuis le retrait de la mission de maintien de la paix de l'ONU il y a 1 an précisément. Il s'agit bien sûr de la MINUSMA. Deuxième étape, l'échec des autorités maliennes à traduire en justice les membres des forces de sécurité ainsi que les instructeurs russes, voire les groupes armés terroristes pour les graves abus perpétrés, entre autres, par ces derniers. Et troisième moment clé d'ailleurs à retenir de ces accusations, le gouvernement malien devrait travailler avec la Commission nationale des droits de l'homme et l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Mali pour mettre en place un moyen fiable de surveillance et rendre compte justement des violations commises par les groupes armés terroristes ainsi que les forces de sécurité et de défense. Prenons tout d'abord cet élément de la rédaction centrale de For You Media Africa avec à la plume Sikin Doumbé. Critique, l'ONG Human Rights Watch accuse l'armée malienne et ses alliés russes, et dans une moindre mesure les terroristes, d'avoir commis des atrocités contre les civils au Mali. Selon Human Rights Watch, l'armée malienne et les alliés russes ont délibérément tué des civils lors d'une frappe et incendié une centaine de maisons lors d'opérations militaires dans des villes et des villages du centre et du nord du Mali depuis le retrait de la mission de l'ONU fin 2023, il faut le rappeler, après la demande de retrait des autorités maliennes. Cependant, faut-il également le mentionner, la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, avait été déployée dans le pays en 2013 pour aider à stabiliser le pays après l'intervention militaire française contre les terroristes.
Au cours de son mandat, la MINUSMA a été accusée de plusieurs crimes et atrocités commis dans le pays, notamment des tirs contre des manifestants. Le cas en 2019, des soldats de la MINUSMA ont ouvert le feu contre des manifestants à Bamako, faisant plusieurs blessés. On parle également des exécutions extrajudiciaires, car des rapports font état d'exécutions de suspects par des soldats de la MINUSMA. Des viols et agressions sexuelles sont également cités, et cela a été signalé, impliquant des soldats de la MINUSMA. On parle aussi des arrestations arbitraires menées par des soldats de la MINUSMA sans motif ni procédure légale, ou encore la destruction de biens. Des soldats de cette mission avaient été accusés de détruire des biens, notamment des maisons et des véhicules, lors d'opérations militaires. D'ailleurs, la MINUSMA avait reconnu certaines de ces allégations et avait promis d'enquêter et de prendre des mesures pour prévenir de telles violations à l'avenir. Pour l'heure, rien à signaler. Alors vous êtes à Bamako, Boubou Doucouré. Quelle appréciation faites-vous justement de je ne sais même pas si je devrais parler de rapport, ou du moins de ces nouvelles accusations de Human Rights Watch, qui dit avoir mené plusieurs entretiens dans plusieurs régions du pays. Mopti, Ségou, Kidal, Benaka ou encore Bandiagara. Human Rights Watch dit avoir entendu plusieurs témoignages, mais également mené plusieurs entretiens, tous crédibles les uns que les autres. Et en guise de conclusion, l'ONG accuse donc ouvertement les forces armées maliennes d'avoir mené des atrocités contre des civils, soutenus justement par leurs alliés russes aux côtés des groupes armés terroristes. Quelle crédibilité donner à ce rapport, Boubou Doucouré? D'abord, la première des choses, c'est que moi, je ne parlerai pas comme c'est annoncé dans le titre de Wagner, je parlerai plutôt, comme vous l'avez dit, de coopérants militaires russes. Je pense que ce terme serait beaucoup plus approprié parce que de toute façon, officiellement, Wagner n'existe plus. Ce qu'il appelle l'Africa Corps, tant mieux. Mais de toute façon, ces forces sont désormais et officiellement placées sous la supervision directe, en tout cas si je ne m'abuse, du ministère russe de la Défense. Ça, c'est concernant en tout cas l'entrée. Oui. Pour revenir à l'article, je voudrais d'abord souligner quelques incohérences. Des incohérences qui, moi, personnellement, me portent à douter de la crédibilité même des accusations qui figurent. Tout d'abord, l'article précise que l'expert ne dispose pas des ressources nécessaires pour établir des rapports approfondis qui sont essentiels à la responsabilisation, à situer en tout cas la responsabilité des différentes exactions qui sont en tout cas reprochées ou en tout cas recensées de part et d'autre. Et deuxièmement, dans ce même rapport, il est également demandé au gouvernement malien de mettre en place des moyens fiables de surveiller et de rendre compte des violations commises par les groupes armés et les forces de sécurité. Mais comment ont-ils alors fait pour recenser ces soi-disant exactions sans pouvoir forcément être sur le terrain? Et quand on va plus loin, Madame Allegrossi, en personne, la chercheuse senior sur le Sahel à Human Rights Watch, a déclaré dans ses propos, toujours sur le même rapport, que depuis que la MINUSMA a quitté le Mali, il y a un an, il est extrêmement difficile d'obtenir des informations complètes sur les abus. Donc je me demande sur quelle base réellement Human Rights Watch, en tout cas, s'appuie pour pouvoir pointer du doigt la responsabilité de l'armée malienne ou même encore de parler d'exactions sans forcément avoir les moyens de pouvoir les vérifier. Et voilà, et ça, ce n'est pas les seules incohérences que je vois. On a écouté tout à l'heure, en tout cas un peu plus en gros, le rapport, mais nulle part il n'est fait mention des autres types de conflits qui peuvent amener aussi à des exactions, tels que les affrontements entre les groupes armés et encore les affrontements entre les groupes armés déguisés en terroristes pour garder le contrôle sur une zone géographique stratégique quelconque, ou encore les attaques menées par les bandits armés à la faveur de l'insécurité, les dégâts collatéraux sur les populations civiles, comme ce fut le cas lors du bombardement à Bounti le 13 janvier 2021, où l'armée française a bombardé des civils célébrant un simple mariage. Sur cette question, nous n'avons pas entendu Human Rights Watch. Ensuite, nulle part il n'est fait cas des groupes armés terroristes, dits rebelles, regroupés au sein des mouvements armés. Ça aussi, il faut le dire. Et qui viennent d'officialiser leur alliance dernièrement dans un communiqué officiel à Tinzawaten,
où les différents groupes se sont réunis sous la coupole, je crois, du Front de libération de l'Azawad. Non seulement les groupes rebelles, mais le GSIM, qui est aujourd'hui sous la coupole de Yad Agali, à qui est accrochée aussi la bande de Amadou Koufa. Donc voilà aujourd'hui quelques incohérences sur lesquelles nous nous posons vraiment des questions et qui nous posent à douter même de la crédibilité des accusations portées par Human Rights Watch. Et de l'autre côté, où était Human Rights Watch ce 7 septembre 2023 quand des terroristes sous la double casquette des groupes signataires de l'accord, tant contestés et déboutés par la suite d'Alger, ont revendiqué la double attaque contre le bateau Tombouctou et contre le camp militaire de Bamba. Et c'est les mêmes qui ont revendiqué l'attaque contre la patrouille des FAMA sur la route de Tizawaten au mois de juillet dernier et qui se sont encore retrouvés ce 1er décembre dernier pour faire front commun en créant le Front de libération de l'Azawad, comme je le disais. Parce qu'en réalité, tous ces groupes ne font partie que d'un même consortium. Donc voilà déjà à la base, avant de rentrer dans le vif dans le fond du débat, en tout cas quelques interrogations, quelques cas qui, moi, personnellement, de mon nez d'analyse, me poussent déjà à douter de la crédibilité des accusations portées contre les forces d'armée de sécurité maliennes. Alors, vous doutez de la crédibilité, ça, au regard de ce que vous avancez, ces arguments pertinents, entre autres. Mais qu'est-ce qui est recherché derrière? Quand on base tout un rapport sur le retrait de la MINUSMA, c'est quoi l'objectif? Est-ce de montrer qu'il y aurait un vide sécuritaire qu'aurait laissé la MINUSMA aujourd'hui et que forcément les groupes armés terroristes, ou du moins que les autorités maliennes n'arrivent pas à combler ou pas, Bobo Doucouré? Alors, je mets quiconque au défi. La MINUSMA est partie depuis un an, mais il y a un an, je pense que nous n'étions pas à Kidal. Il y a un an, je pense que nous n'étions pas encore à Tizawaten. Il y a un an, nous n'avions pas pu sécuriser nos lignes de frontières algériennes. Il y a un an, nous n'avons pas pu récupérer les parties du territoire qui étaient tous en prise mauritanienne. Et bien voilà, si la MINUSMA a laissé un vide, c'est le vide justement. La MINUSMA a brillé pendant plus de 10 ans par son absence. Et ça, cela est clair, cela est indéniable. Cela est indéniable. Les accusations qui ont été portées par le Mali contre la France, c'était du temps de la MINUSMA. Mais aujourd'hui, personne ne peut venir violer notre espace aérien. Si c'est cela le vide, eh bien ce vide, nous allons le combler. Ils ont laissé un vide, certes, mais ce vide, je pense que l'armée malienne, les autorités maliennes, le peuple malien sont déterminés à combler ce vide. Ça, soyez-en certains. Les attaques sont moins fréquentes contre nos bases militaires. Le constat, il est là. Ça, c'est les faits. Merci à vous, Bobo Doucouré. Alors, revenons sur les faits, André Kistel-Farga. On parle beaucoup d'incohérences dans ce rapport, et vous faites bien de le relever, Bobo Doucouré, mais s'appuyant sur la démarche, la méthode de collecte en elle-même. Human Rights Watch dit ceci, André Kistel-Farga. Entre juillet et octobre 2024, l'ONG a mené des entretiens avec 47 témoins. 11 autres sources informés sur les abus commis justement par l'armée malienne aux côtés de leurs alliés, les instructeurs russes, ainsi que des groupes armés terroristes. Human Rights Watch a également analysé des images satellites montrant des maisons incendiées dans plusieurs villages et aussi vérifié et géolocalisé des photos et des vidéos publiées notamment sur les réseaux sociaux ou encore envoyées directement à l'ONG. Le 15 octobre dernier, Human Rights Watch a écrit au ministre de la Justice et de la Défense du Mali afin de leur faire part de ses conclusions et de leur poser des questions à ce sujet, mais n'a pas eu de réponse. Conclut justement cette source, André Kistel-Farga. Vous êtes journaliste. Que vous inspire cette méthode de collecte? Là, on parle de graves atrocités commises par l'armée malienne, mais on dit s'être appuyé sur les témoignages de 47 témoins, ainsi que des images satellitaires diffusées sur des réseaux sociaux, ou encore d'autres photos ou encore vidéos reçues à cet effet. Monsieur Nguéné, permettez-moi de saluer mon ami de l'autre côté, Monsieur Doucouré. C'est un plaisir de partager le plateau avec lui. Je voudrais m'étonner que quand même les images satellitaires peuvent montrer des exactions
de l'armée malienne et ses partenaires russes. Oui. Et les satellites ne peuvent pas montrer les déplacements des terroristes djihadistes. C'est une incohérence également. Mon cher Doucouré, parlons-en. Comment est-ce possible que Human Rights Watch ait les vidéos satellitaires, mais depuis des décennies que ces satellites existent sur le territoire malien, où le Mali était occupé à Kidal, était occupé à Tenzouawaten, était occupé presque partout par des rébellions. Aucune image satellitaire n'a été filmée pour montrer la position des djihadistes terroristes. C'est quand même une aberration, une insulte à l'intelligence des Africains. De venir nous dire qu'aujourd'hui, ces satellites sont champions de filmer rien que des vidéos des exactions commises par l'armée et ses partenaires russes. Ça, c'est insulter les Africains. Et même, vraiment faire un débat sur Human Rights Watch, c'est lui donner encore trop de poids même. Vous pensez réellement, devons-nous laisser un pareil rapport prospérer, André Christophe Fanga? Non, pas que le laisser prospérer. Mais c'est un truc à prendre et se torcher le derrière avec. Je dis bien ce genre de rapport. Ces organisations, leurs documents doivent être pris et on se torche le derrière avec. Parce que ça ne sert absolument à rien. Ça ne nous apporte rien. Ça ne change absolument rien. On connaît déjà leurs métaux. C'est pour ça que je vais interpeller les dirigeants qui nous dirigent actuellement. Permettez à ce que les médias, tout ce que nous avons comme personnalités qui peuvent déconstruire ce que l'Occident a conçu, c'est-à-dire les ONG, les médias, toutes ces organisations-là qui permettent de la société civile et tout ça, qui permettent de donner les moyens à ces gens. Tout ce qu'on a besoin, c'est l'information. Au bon moment et à temps pour déconstruire tout ce que ceux-là essayent de construire, n'est-ce pas, pour davantage prouver à la face du monde que nous ne savons pas gérer nos États. Parce que c'est quasiment impensable et incroyable que les Human Rights Watch ait interrogé des personnes, ait eu des images vidéo et identifié que non, c'est l'armée qui a mis le feu dans les villages. Mais pourquoi appuyer le rapport sur le départ de la MINUSMA? Mais c'est une façon puisqu'on dit que depuis un an, depuis son retrait, il est extrêmement difficile justement de pouvoir recenser toutes les atrocités commises par l'armée jusqu'ici. Mais on a l'impression qu'on voudrait mettre aujourd'hui au devant de la scène un imaginaire vide sécuritaire qu'aurait laissé la force, ou du moins la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Je vais vous répondre, Nguéné. Et franchement même. MINUSCA, 2013... MINUSMA. Oui. 2013, 2023. 10 ans. 10 ans. Qui nous présente un seul territoire, un seul village qu'ils ont libéré. Même chose pour Barkhane. Parce que les deux arrivent au même instant. Vous savez, pour organiser le désordre, c'est pour ça qu'on les appelle les pompiers pyromanes. C'est-à-dire, ils allument le feu et ils viennent comme ceux qui viennent éteindre. L'Occident, ces organisations sont des instruments de pyromanes pompiers. C'est-à-dire, ils allument le feu et ils font semblant de venir éteindre. Tous ces deux organes, en remplacement de Serval, bien sûr, sans compter Takuba, sans compter les autres forces. La taxe, n'est-ce pas, européenne, force européenne, des soldats européens qui étaient aussi dans la danse. Sans compter les bases militaires françaises, américaines et tout ça qui était sur le territoire sahélien. Mais ils nous ont dit que s'il n'y avait pas eu l'intervention de la MINUSMA, de Barkhane, oui, le Mali aurait disparu de la circulation. C'est-à-dire le pays qu'on appelle Mali n'aurait pas existé. Donc il a fallu leur intervention. Je voudrais qu'ils nous apportent comme preuve, comme élément, d'un seul terroriste de haute envergure, d'un seul village qu'ils ont libéré de l'emprise du terrorisme. Le ministère de la Défense française nous dit dans son rapport, quand il présente l'opération Barkhane, il nous dit qu'au départ, les terroristes sont évalués entre 300 et 1000.
terroristes. Vous pouvez aller vérifier au site du ministère de la Défense française. L'estimation de ces gens-là, c'est les terroristes sont entre 300 et 1000. Et ce qui déploie comme première force de la force Barkhane sur le terrain, 5600, près de 6000 hommes, pour lutter contre, donnons-leur même le plus grand nombre de terroristes, entre 1000 et 3000, parce qu'ils ont déjà changé. Au fur et à mesure que je parle de ça, ils sont déjà allés changer ça dans ce qu'ils avaient écrit il y a de cela quelques années. Donc maintenant, les terroristes se trouvent entre 1000 et 3000. Disons même 3000 terroristes. Oui, mais quoi qu'il en soit, les soldats déployés le nombre est toujours supérieur au groupe armé terroriste. Largement supérieur. Je dis bien, je parle de deux opérations différentes. C'est-à-dire Barkhane, qui a ses 5600 hommes, près de 6000 au départ. Ça, c'est 2013. Avec du matériel sophistiqué, lourd. Et ils disent dans cette opération à Barkhane, ils disent que l'appui des drones américains stationnés à Agadez. Vous savez que les Américains avaient une base de drones située à Agadez. Donnaient 50% du renseignement dans la zone sahélienne pour justement juguler le problème de terrorisme. 10 ans après Barkhane, 10 ans après MINUSMA, aucun résultat. Ouais, il y a aussi eu Takuba qui est passé par là. Mais écoutez, monsieur Ndene, ils veulent nous raconter quoi là? Human Rights Watch, c'est qui? Pour venir parler aux Africains, pour venir raconter des inepties. Quand deux opérations, sans compter Serval, sans compter Takuba, sans compter, je ne sais pas, Sabre, ils ont des opérations comme ça qu'ils ont organisées dans le Sahel. Pour tuer d'abord, ils ont d'abord éliminé l'opération G5 Sahel qui a été mise en place. Ils ont éliminé, n'est-ce pas, la force conjointe Mali-Tchad qui s'était mise en place pour justement juguler le problème de terrorisme où Assimi Goïta était commandant en chef et le commandant en second, c'était Mohamed Idriss du Tchad, qui ont réussi à bouter or jusqu'à dans les Ifogas, n'est-ce pas, les terroristes djihadistes. C'est l'armée française qui s'est opposée. Que Assimi Goïta et ses hommes ne continuent pas pour mettre hors d'état de nuire ces terroristes djihadistes. Et il veut nous raconter du n'importe quoi aujourd'hui en nous faisant croire que non. C'est parce que MINUSMA est parti que vraiment il y a relâchement et l'armée n'arrive pas à juguler le problème de terrorisme, de djihadisme, alors que Tinzaouaten n'est pas libéré. Tinzaouaten n'est pas libéré. Kidal n'est pas libéré. Est-ce qu'aujourd'hui, la frontière entre l'Algérie et le Mali n'est presque pas sécurisée? Je pense qu'aujourd'hui, il faut être sérieux quand nous voulons... Mais Human Rights Watch dit avoir, entre autres, sollicité le point de vue des autorités maliennes le 15 octobre dernier. Human Rights Watch dit avoir écrit au ministre de la Justice et de la Défense du Mali afin de leur faire part justement de toutes ces conclusions, avant même que le rapport ne soit publié, et leur poser des questions à ce sujet. En fait, écouter la partie malienne sur ces accusations portées contre les FAMA, il n'y a pas eu de réponse. À qui la faute, André Kistel Fanga? Écoutez, on parle à qui? Qui est notre interlocuteur? Human Rights Watch? Pour vous, les autorités maliennes ont raison de ne pas répondre. On parle à qui? Human Rights Watch, c'est qui? Pour faire des rapports qui n'attendent que... Leurs rapports sont toujours dirigés contre les armées étatiques. Je vous renvoie en Garbo au Cameroun. Vous avez vu le rapport, non? De ces ONG. Tous, c'est de la même... C'est Human Rights Watch, Amnesty International, qui encore... Ils sont nombreux là, ces organisations-là. En fait, c'est même des organisations criminelles. Il faut le dire clairement. Parce que vous ne pouvez pas à chaque fois faire des rapports contre des armées, régulières bien sûr, et bonifier, n'est-ce pas, les actions des rebelles, des terroristes, des djihadistes. Parce que c'est impensable. Vous vous souvenez de Ayafor, au Cameroun, qui a été assassiné. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, des exactions dans les hôpitaux, dans tous les... On n'a jamais vu ces rapports, nulle part. Et en Garbo, au Cameroun, ils ont toujours dit qu'ils ont utilisé des images satellitaires. Donc les images satellitaires, n'est-ce pas, de toutes ces grandes organisations-là, ne servent qu'à montrer les exactions, n'est-ce pas, de l'armée. Ça n'a jamais montré les exactions des terroristes, ou bien des actions criminelles des terroristes, ou bien des actions positives que l'armée mène, n'est-ce pas, sur le terrain.
je pense qu'il faut être sérieux. Les autorités maliennes ont eu raison de ne pas répondre à une organisation criminelle comme celle-là. Et je pense qu'il est temps de suspendre ces ONG dans toute l'Afrique. Je pense que s'il y a encore du sérieux, des hommes sérieux dans nos États, des organisations comme celle-là doivent être bannies à jamais. Merci à vous. André Christelle Fanga. Boubou Doucouré, les autorités maliennes ont-elles eu raison d'adresser une fin de non-recevoir à toutes les sollicitations de Human Rights Watch? Bon, au risque de répéter les propos de Fanga, bon, je ne vois pas à quel titre le gouvernement malien, au regard de toutes les priorités qui se posent à elle, répondrait à cette requête de Human Rights Watch, qui, comme je vous l'ai dit, ne bénéficie non seulement d'aucune crédibilité dans le fond, mais aussi dans la forme. Pourquoi dans la forme? Parce que, vous savez, aujourd'hui, Human Rights Watch accuse les forces de sécurité maliennes, mais à d'autres occasions, pourquoi Human Rights Watch n'a pas aussi accusé d'autres partis? Donc je pense que cette fin de non-recevoir, c'est vraiment la réponse la plus polie, entre guillemets, que le gouvernement pourrait en tout cas adresser à Human Rights Watch. Et que dire de ce troisième point évoqué? Le gouvernement malien devrait travailler avec la Commission nationale des droits de l'homme et l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Mali pour mettre en place un moyen fiable afin de surveiller justement, mais également de prendre en compte toutes les violations commises par les groupes, ou du moins par les forces de défense et de sécurité. C'est ce que je dis justement, c'est-à-dire eux-mêmes ne disposent pas aujourd'hui de tous les leviers nécessaires qui leur permettent d'apprécier à la juste valeur d'abord d'un côté l'effectivité des exactions et en deuxième lieu de pouvoir situer la responsabilité, en tout cas des personnes physiques ou morales qui sont derrière ces actions-là. Voilà ce que le rapport dit, même pas entre les lignes, voilà ce que le rapport dit assez clairement. Donc pour moi, il n'y a pas question à polémiquer là-dessus. Je vais encore revenir sur la situation du Mali. Vous savez, le Mali a porté plainte contre la France devant les Nations Unies. Le Mali a apporté toutes les preuves, en tout cas administratives, juridiques, toutes les pièces nécessaires pour ouvrir une enquête. Jamais une enquête n'a été ouverte. Pourtant, la France a été accusée de complicité avec les terroristes. Et pourquoi Human Rights Watch, en ce moment-là, n'a pas réagi? Voilà des politiques de 2 poids 2 mesures qui font encore que quand vous parlez juste d'un seul côté, vous n'êtes pas audible parce que vous n'êtes pas suffisamment crédible. Je pense que nous devons nous tourner aujourd'hui vers l'avant. Le Mali a une justice, en tout cas, à laquelle nous croyons, une justice à laquelle nous avons foi. Nous avons une armée suffisamment républicaine. La preuve, la prise de Kidal, malgré c'est-à-dire malgré tout le tapage médiatique qu'il y a eu, toute la propagande qu'il y a eu pour essayer de soulever les cœurs, mais la prise de Kidal s'est passée en douceur, aucune exaction. Aucune porte n'a été forcée, aucun commerce n'a été forcé, aucun citoyen n'a subi aucune exaction de quelque nature que ce soit. Pourtant, ce sont ceux-là même qui ont égorgé les frères d'armes de ces mêmes militaires à Aguelok. Je pense que le Mali est au-dessus de ces choses-là. Nous devons dépasser ces caricatures. Nous devons dépasser, en tout cas, cette dialectique-là qui n'a d'autre objectif que de diaboliser nos armées, amener nos armées à ce que, vous savez, dans le droit international, une fois qu'une armée est vraiment accusée avec des preuves d'exaction, mais immédiatement, quelle que soit la situation, les Nations Unies peuvent s'autosaisir. Au Mali, aujourd'hui, le Mali est en train de se défaire de tous ces liens coloniaux, que ce soit la présence de l'armée française, que ce soit la présence de l'aménagement, que ce soit que la France soit notre porte-voix au niveau des Nations Unies. Le Mali est en train de prendre une certaine souveraineté diplomatique internationale. Et aujourd'hui, il est de bonne guerre que dans l'agonie, certains passent par tous les moyens pour essayer de reprendre la main sur le Mali. Mais je pense que le processus est irréversible. Moi, c'est ce que je retiens. Voilà. Je vois ça comme
Voilà, un coup d'épée dans l'eau. Voilà. Peine perdue. Que retenir de façon générale, André Kissé-Fanga, avant de sortir définitivement donc, de cette thématique? C'est vrai que vous êtes revenu justement sur le déploiement de toutes ces forces étrangères du côté du Mali, avec le résultat que nous connaissons tous. Mais là, qu'est-ce qu'on doit retenir quand une ONG comme Human Rights Watch a du mal à digérer le retrait de la MINUSMA? Quels enseignements, de façon générale, tirer? Parce qu'on a l'impression que, au-delà même des accusations qui sont portées, l'objectif derrière est de discréditer un tout petit peu l'armée malienne aujourd'hui auprès des civils, ainsi que de leurs alliés russes, des instructeurs qui sont déployés du côté du Mali. Human Rights Watch pleure ses soldats. Vous connaissez leurs soldats qui avaient leur organisation, ils ont perdu près de 7 leaders, 7 ou 8 leaders, n'est-ce pas? Vous parlez de la nouvelle coalition qui a été récemment formée à Tinzaouaten et bombardée le lendemain par l'armée malienne. Voilà, c'est les pleurs de ça. C'est ce genre de personnages qu'ils considèrent que c'est les civils. C'est-à-dire quand l'armée malienne produit ce genre de résultats, et vous voyez que quelques semaines après, un rapport sort. Pour justement accuser l'armée malienne d'exaction. C'est parce que justement ils pleurent leurs soldats, ils pleurent leurs gangsters, n'est-ce pas, leurs hommes qu'ils avaient mis en place pour justement créer davantage les problèmes au niveau du Mali, et que immédiatement ils ont été neutralisés. Et nous disons encore bravo aux FAMA, bravo à ces forces, n'est-ce pas, à cette coalition qui produit des résultats extrêmement importants. C'est pas aujourd'hui qu'il faut rappeler ça, M. Ndeni. C'est pas aujourd'hui que l'armée malienne produit des résultats concrets. C'est pour ça que les IBK sont des personnages à oublier. Parce que c'est eux qui ont vendu le Mali. C'est eux qui ont permis que la France vienne s'installer et que les forces comme Barkhane, MINUSMA viennent s'installer. Parce que c'est eux qui ont crié, qui ont écrit que non, le Mali est en train de disparaître, alors que nous savons qu'avant 2013, il y avait une coalition de l'armée tchadienne et l'armée malienne qui était en train de mettre, donc qui faisait un tabac, qui battait les terroristes djihadistes à plat couture, jusqu'à dans les derniers retranchements. Donc pour simplement dire que ce qu'il y a à retenir, c'est que on a donné un bon coup de pied dans le derrière de l'adversaire et il essaye par d'autres moyens détournés de pleurer. En fait, c'est une façon de pleurer leur mort. C'est-à-dire les colons, les colonisateurs, les néocolons, les organisations, ces impérialistes-là sont en train de pleurer leur mort et ils disent à Human Rights Watch de venir pleurer ça en public au travers d'un rapport torchon comme cela. Donc, nous, on s'en fout, on continue le travail. Voilà. Parce qu'en réalité, les résultats vont être atteints d'ici peu et le Mali sera libre, le Burkina Faso sera libre, le Niger sera libre de tous ces terroristes, des bandes de terroristes djihadistes. Ils doivent aller voir ailleurs, qu'ils aillent se battre ailleurs, parce que là, c'est terminé. Merci à vous, messieurs. Nous allons évoquer la thématique principale de cette émission du Point sur l'actualité concernant justement ce rapprochement de plus en plus visible entre la France et le Nigeria, d'ailleurs côte à côte sur l'image, vous pouvez d'ailleurs le voir, c'était le 29 novembre dernier à l'Elysée. Le président français Emmanuel Macron rencontrait donc son homologue nigérian Bola Ahmed Tinubu, rejeté et humilié la France qui a longtemps régné en maître sur une grande partie du continent, apprend donc aujourd'hui à ses dépens que l'Afrique n'est plus disposé à se laisser dicter sa conduite. En difficulté au Sahel, Paris se rapproche donc de plus en plus du Nigeria, un poids lourd en Afrique de l'Ouest et même en Afrique de façon générale. Ceci se traduit par ces accords conclus par Emmanuel Macron les 28 et 29 novembre dernier à Paris à l'occasion de la visite d'État effectuée par le président nigérian Bola Ahmed Tinubu. Dans un contexte géopolitique tendu, nous nous posons ces questions ce soir. Faut-il s'inquiéter de ce rapprochement entre Abuja et Paris? La France peut-elle entretenir avec le Nigeria des relations de coopération différentes, voire autres que celles entretenues jusqu'ici avec certains pays comme le Mali, le Niger ou encore le Burkina Faso? Et si oui, en quoi précisément?
exactement et pour quelle implication au niveau sous-régional? Nous prenons cet élément de la rédaction centrale de For You Media Africa avec à la plume Begou de Madone. Au cœur de la visite officielle de travail et d'amitié de Bola Ahmed Tinubu, président de la Fédération du Nigeria en terre française, se meut la volonté de mieux axer le développement des relations économiques du pays. Le déplacement entamé par le chef d'État nigérien à Paris ce 28 novembre 2024 a déjà permis aux deux homologues de co-présider un conseil d'affaires franco-nigérien qui a vu la participation de plusieurs hommes d'affaires influents ainsi que des patrons d'entreprises des deux pays amis. Le Conseil d'affaires vieux de 7 ans avait pour but, dès sa création, de renforcer les liens économiques avec les pays africains considérés par la France comme émergents de l'espace anglo-saxon, alors que le Nigeria, 4e puissance d'Afrique, est en quête d'investissements fructueux qui permettraient à son économie de remonter la pente. Autrefois première puissance d'Afrique, la France, elle, est en quête de repères en Afrique après sa débâcle dans le Sahel. En effet, craintive de la consolidation entre la Chine, l'Inde ou encore la Turquie et les pays d'Afrique, la France a indiqué vouloir changer de méthode. Selon l'Élysée, la relation avec le Nigeria sert d'essai dans sa quête de partenariat renouvelé et taillé sous le modèle gagnant-gagnant avec le continent du fait du prix fort de ce géant d'Afrique sur la scène internationale. Nous n'aurons pas d'approche de donneur de leçons, alors nous ne saurons nous appesantir sur des questions de droits de l'homme au Nigeria, a déclaré la partie française. La France compte une bonne centaine d'entreprises sur le territoire nigérien avec un pourcentage d'investissement direct étranger français avoisinant les 70% dans la zone ouest africaine. Paris, conscient de sa perte de vitesse en Afrique, avec notamment la diminution du poids de ses échanges au profit de nouveaux partenaires du continent, est déterminé à proposer autrement des rapports France-Afrique. L'Élysée a annoncé la signature de plusieurs accords importants à la fin de la visite nigériane au travers des voix des ministres des Finances des deux pays, parmi lesquels des prêts octroyés pour de grands projets au Nigeria, la nouvelle banque nigériane, sur le territoire français. Le Nigeria est considéré comme le premier producteur de pétrole d'Afrique et reste selon Paris son premier partenaire commercial et désire d'ailleurs élargir ses rapports avec le pays au plan énergétique, technologique et même agroalimentaire. Et tout ceci à quelques jours seulement de la visite annoncée du président français Emmanuel Macron en Afrique. Il devrait, selon bien sûr le programme dressé à cet effet, ou du moins établi, élaboré à cet effet, se rendre à Djibouti ou encore en Éthiopie. Alors, Boubou Doucouré, quelle explication donnez-vous justement à ce rapprochement? On rappelle que des relations de coopération existaient, ou du moins existent, déjà entre le Nigeria et la France. Ces dernières ont simplement été renforcées les 28 et 29 novembre dernier à l'occasion de cette visite d'État effectuée en France par le président nigérian Bola Ahmed Tinubu. Mais dans un contexte géopolitique tendu, quelle explication logique faut-il donner justement à ce rapprochement? Faut-il s'inquiéter du fait qu'aujourd'hui, la France se tourne de plus en plus vers le Nigeria en Afrique de l'Ouest, étant clairement en difficulté dans des pays comme le Mali, le Niger ou encore le Burkina Faso? Pour moi, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Hein. Tout comme les pays de l'AES, le Mali, le Burkina, le Niger sont libres de choisir leurs partenaires stratégiques, tout comme la France est libre de choisir aussi ses partenaires stratégiques. Donc, si nous n'avons pas eu peur de la présence française au Mali, sur nos sols de l'AES, que nous avons réussi à les faire partir, ce n'est pas à partir du Nigeria que nous allons avoir peur. Mais en tout cas, d'un point de vue géopolitique, on peut dire déjà que la France a besoin de renforcer ses positions vis-à-vis du Nigeria, qui joue aujourd'hui fortement la carte de la CEDEAO. Si nous restons sous la théorie, en tout cas, entre guillemets, du complot, maintenant que l'armée française a été, en tout cas, mise hors des pays de l'AES, c'est autour du Tchad, sans parler du Sénégal qui a aussi annoncé les couleurs, la France doit réorganiser sa présence en Afrique au risque de perdre sa position de grande nation. Pourquoi perdre sa position de grande nation? Parce qu'en réalité, d'un point de vue géostratégique, la France ne doit cette reconnaissance internationale, en tout cas cette force, d'une partie, grâce à sa présence militaire sur l'ensemble des pays africains, qui lui permet d'ailleurs d'avoir été surnommé
dans les années 80, le gendarme de l'Afrique, et aussi, d'autre part, grâce à sa mainmise sur les ressources, et aussi le levier monétaire via le franc CFA. Et aujourd'hui, voilà. Donc aujourd'hui, ça, c'est des choses qui sont un petit peu en train d'échapper à la France parce que les 3 pays de l'AES ont déjà marqué le coup, hein, au-delà de la question sécuritaire de la présence de l'armée, ont marqué le coup d'un point de vue diplomatique et d'un point de vue économique. Bon, sur la question aussi des richesses, les minerais des pays de richesse, voilà, la France s'appuya sur ces pays de la CEDEAO, peut-être veut amener le Nigeria à lui ouvrir les portes d'autant plus que les portes peut-être du Niger pour toujours, à partir du Nigeria, pouvoir s'approvisionner avec l'uranium du Niger. Oui. D'un point de vue énergétique, ayant perdu la main sur l'uranium et le pétrole au Niger, il faut trouver une autre alternative. Peut-être que le Nigeria peut être une excellente alternative pour justement permettre à la France de s'approvisionner dans ça, mais aussi, pourquoi pas, comme on le dit, la France, des points de vue défense et sécurité, la France a perdu un peu ses bases militaires dans 3 pays déjà, dans 4 avec le Tchad, presque 5e avec le Sénégal. Donc la France a besoin aussi de se repositionner, non seulement militairement, mais peut-être aussi, si on reste toujours dans la théorie du complot, de pouvoir avoir toujours une arrière-base sur laquelle s'appuyer pour peut-être avoir la main ou déstabiliser un pays un autre. Parce qu'il n'est pas toujours évident, quand vous avez la plupart des ressources de votre pays qui sont offshore, et que ces pays, justement, détenteurs légaux, en tout cas légitimes de ces ressources, décident en toute légitimité, en toute souveraineté, de se réapproprier leurs ressources, eh bien, il va falloir trouver des alternatives. Donc, pour moi, la France cherche des alternatives pour se positionner, surtout d'un point de vue défense, parce que dans ses propos d'il y a 5 jours, Emmanuel Macron lui-même l'a dit, en dernier recours, après les questions de développement de culture, vient la question de défense. Voilà, et la question de défense, c'est la plupart des cas, c'est soit l'établissement d'une base militaire, soit encore la fourniture d'équipements militaires. Et sans oublier que le Nigeria était déjà prêt, et c'était dit prêt pour servir d'arrière-base pour attaquer des pays pour attaquer le Niger. Mais ça, c'était il y a encore une année. Aujourd'hui, ce n'est plus le Niger, c'est l'AES. C'est pratiquement 60 millions d'habitants. C'est un territoire vaste. C'est une armée tripartite extrêmement vaste qui a pris de l'expérience sur les combats au sol, qui a pris de l'expérience sur les combats contre le groupe djihadiste, qui maîtrise aujourd'hui l'entièreté de son territoire. Donc, à ce point-là, nous n'avons pas de crainte non plus. Soyez rassurés. Vous ne craignez absolument rien. Merci à vous, Bobo Doucouré. On rappelle d'ailleurs que le 28 novembre dernier, une série d'accords économiques et stratégiques ont donc été signés. Du moins, cette série d'accords a été signée à l'occasion de cette visite du président Bola Ahmed Tinubu en France, aux côtés justement de son homologue français Emmanuel Macron. Des accords signés incluent une déclaration de partenariat fixant les priorités communes dans plusieurs secteurs, industrie, culturelle, agriculture, sécurité alimentaire, francophonie, mais également coopération en matière de défense. Ce texte prévoit également la réactivation d'un forum de dialogue franco-nigérian pour un suivi régulier. Le second accord signé entre les ministres des Finances des 2 pays met l'accent sur des investissements bilatéraux dans des secteurs prioritaires tels que les infrastructures énergétiques et le transport public à Lagos, alors que le Nigeria est le principal partenaire commercial de la France en Afrique subsaharienne, représentant notamment 20% de ses échanges avec cette région. Les exportations françaises vers le pays, entre autres, montrent encore un potentiel limité. Le mémorandum d'entente avec la banque nigériane UBA, que vous connaissez parfaitement bien, André Kistel Fkanga, prévoit l'ouverture d'une filiale à Paris, une initiative qui pourrait, selon les autorités françaises d'ailleurs, renforcer les liens financiers entre Paris et Abuja. Mais que pensent les Nigérians de ce déplacement de leur président du côté de la France? On va tout d'abord les écouter avant de revenir vers vous, André Kistel Fkanga.
Je pense qu'elle n'est pas nécessaire parce que pour se rendre en France, le président utilisera les ressources du Nigeria pour payer ce voyage. Qu'est-ce que la France peut nous offrir? Rien. Sincèrement, rien. En ce qui me concerne, je ne considère pas la France comme un partenaire fiable. Ce que j'attends, c'est qu'il revienne au Nigeria et qu'il s'assoie avec ses collègues et ses pairs pour régler les problèmes au Nigeria et trouver des solutions comment rendre les Nigérians heureux, parce que la population nigériane n'est pas satisfaite de ce qui se passe. C'est très dur. La population pauvre est en souffrance et il va en France pour faire quoi? Il faut qu'il revienne pour résoudre les problèmes des Nigérians. Vous savez, la charité bien ordonnée commence par soi-même. On ne peut pas simplement croire, compter sur le soutien international de la part de personnes qui sont là pour gagner à l'aide de vos moyens. Je ne pense pas que nous devrions aller de l'avant et renforcer nos liens avec la France. Il vaudrait mieux revenir à ses racines, revenir chez soi et résoudre les problèmes qui rongent le pays petit à petit. Alors, cette question, André-Christelle Fanga, le voyage a divisé plusieurs Nigérians. La plupart ne comprenaient pas trop pourquoi on utilisait l'argent du pays pour se rendre à Paris, mais au terme de la visite, on annonce tout de même plusieurs accords de coopération signés entre Paris et Abuja. Dans un contexte géopolitique tendu, le Nigeria est-il aujourd'hui une excellente alternative pour la France en Afrique? Bien sûr, je pense que le Nigeria est une bonne alternative, n'est-ce pas, pour la France. Ce n'est pas pour dire que j'apprécie le partenariat, non. Entre eux, ils se comprennent. Oui. Ils comprennent la logique qu'ils sont en train de construire. C'est-à-dire ce qu'ils veulent faire, n'est-ce pas, au niveau du continent africain entre le Nigeria et la France. Ils ont toujours été alliés, hein, il faut le dire. Oui, bien sûr. La guerre du Biafra, la guerre du Biafra. Ils entretiennent des relations de longue date. De longue date. Donc, on sait le rôle que la France a joué dans la guerre du Biafra. On sait dans l'exploitation des ressources, n'est-ce pas, au niveau du Nigeria. On sait ce que comment la France a exploité et a continué à exploiter jusqu'à un certain moment. Donc, nous savons tous que c'est des relations vieilles depuis longtemps, mais qui avaient pris un coup. Parce que je pense que les politiciens qui sont arrivés au pouvoir à un certain temps ont créé la rupture. Ont créé la rupture avec cet État français en disant Nigeria first. C'est-à-dire le Nigeria d'abord en premier. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à créer une classe d'affaires qui a permis, n'est-ce pas, de gagner une bonne partie, n'est-ce pas, de s'installer sur tout le territoire nigérien où on a fabriqué des multimilliardaires, n'est-ce pas, à un certain niveau, dont les Dangote, les Tony Olumelu et j'en passe. Donc, il y a eu ce moment-là. Et maintenant, comme l'un des hommes politiques les plus véreux, l'homme politique, n'est-ce pas, le président actuel du Nigeria, qui est un agent de la CIA, qui est un agent double, n'est-ce pas, qui est justement l'un des plus grands trafiquants de drogue dans le monde, est arrivé au pouvoir. Il faut redonner maintenant, redorer le blason de la France, parce que la France est en ballottage. La France a perdu l'essentiel de ses positions en Afrique, parce que la position sahélienne était l'une des positions les plus importantes de la France. Il faut le rappeler, peut-être les gens ne savent pas pourquoi la France est dans tous ces déboires actuellement. Parce qu'en réalité, elle a perdu une position au Sahel qui était extrêmement importante. Première des choses, les ressources naturelles que le Sahel regorgeait, la France en puisait allègrement, sans rendre compte à personne. Lors du Mali, lors du Burkina Faso, l'uranium du Niger, pour ne que parler de ces trois matières sans compter les autres ressources. Parce que la France exploitait d'autres ressources, exploitait d'autres matières premières pour son économie et pour son bon fonctionnement. Donc, quand nous regardons tout ça, la France était 5e producteur mondial d'or parce qu'elle exploitait l'or au Mali et au Burkina Faso. Et aussi au Niger, parce qu'il y a de l'or aussi au Niger. La France est un pays d'influence planétaire parce qu'elle a ses centrales nucléaires. Elle exploite l'uranium au Niger. Elle a longtemps exploité l'uranium au Niger. Donc, vous comprenez que la stratégie ou bien la force, la vigueur de la France, en fait, c'est comme un serpent qu'on casse la colonne vertébrale. Pour que ce serpent se déplace encore, ça devient un problème. Donc, il faut trouver une autre colonne vertébrale où elle doit s'appuyer, elle doit emprunter, n'est-ce pas,
une béquille pour s'appuyer. Et cette béquille-là, aujourd'hui, c'est le Nigeria. Donc, elle veut s'appuyer sur le Nigeria, sachant les déboires ou bien les frasques de M. Bola Ahmed Tinubu, président en exercice de la CEDEAO et président du Nigeria, qui est justement un élément du dispositif colonial pour justement mettre en mal l'économie africaine, mettre en mal la souveraineté des États africains, parce que c'est quand même une aberration que M. Bola Tinubu ait demandé qu'on puisse bombarder un pays comme le Niger. Voilà. Mais que faisons-nous de tous ces accords qui ont été signés, puisqu'ils paraissent les uns comme les autres alléchants quand on regarde, entre autres, le contenu du document en question, André Kistel Fanga. Il n'y a pas que la France qui va tirer profit justement de ce renforcement, du renforcement de cette relation de coopération. Monsieur Nguéné, faisons le bilan des partenariats français en Afrique, ce que ça a rapporté. Je prends un exemple au Cameroun, que je connais très bien. Le seul investissement durable de la France au Cameroun, c'est l'immeuble PMUC. Je dis bien le seul investissement durable, c'est l'immeuble PMUC. Et ils ont un contrat de 99 ans avec l'Église catholique, où ils ont mis l'immeuble PMUC. C'est le seul investissement durable. Bolloré avait ses bureaux dans les conteneurs. C'est-à-dire, on peut remettre dans le bateau. Les brasseries du Cameroun sont démontables. Vous pouvez aller démonter, vous démontez tout. Vous remettez dans le bateau, ça repart. Je dis bien, aucun investissement durable de la France en Afrique. Citez-moi un seul. Ou un immeuble, ou une tour, des grandes puissances, n'est-ce pas, de ces grandes sociétés multinationales que nous connaissons. Vous connaissez Orange? Vous connaissez un immeuble appartenant à Orange? Vous connaissez, je ne sais pas, Viola? Vous connaissez Orano, vous connaissez, n'est-ce pas, un investissement de grande envergure de toutes ces sociétés, de ces multinationales-là sur notre territoire. Mais ne devons-nous pas voir en ce renforcement des relations de coopération une volonté de vouloir changer de paradigme avec le Nigeria, précisément, André Kistel Fanga? Écoutez, un morceau de bois tant duré dans l'eau ne deviendra jamais caïman. C'est Ivoirien qui nous dit ça. Allons en Côte d'Ivoire. Quels sont les investissements de la France là-bas? Aucun. C'est juste des grosses choses, des grandes annonces, parce qu'en réalité, le Nigeria va être le recycleur, n'est-ce pas, des déchets que la France a laissés un peu de partout. Je pense qu'elle veut trouver une nouvelle porte, n'est-ce pas, pour pénétrer, n'est-ce pas, les États comme le Niger. Parce qu'en réalité, il faut que le Niger soit sous contrôle à partir du Nigeria. Parce que, sachant que le Niger, par exemple, la plupart de l'énergie vient du Nigeria. Et donc, le Nigeria coupe quand il veut. Et ça plonge le Niger dans le noir. Donc, vous imaginez que si la France a le contrôle au Nigeria, c'est facile, n'est-ce pas, de pénétrer le Niger ou bien de rendre la vie dure au Niger, de déstabiliser. Donc, je pense que tout cela est mis en place pour davantage déstabiliser les États du Sahel, n'est-ce pas, qui ont pris un engagement de souveraineté et qui permet aujourd'hui de voir clair sur les ressources, n'est-ce pas, de ces différents pays-là. Donc, il n'y a aucun partenariat là qui sera différent, qui va apporter quelque chose si... Monsieur Nguéné. Allez-y, vous allez sortir. Oui, on va afficher les codes d'accès pour permettre également aux téléspectateurs de pouvoir réagir. Mon frère Doucouré, parlons peu. Si la France n'a pas pu dédommager ceux qui ont lutté pour sa liberté, pour son indépendance. Là, je suis en train de parler des tirailleurs sénégalais. Je dis bien, si la France a plutôt massacré, a plutôt tué, a plutôt détruit tous ceux qui l'ont aidé à devenir cette France, ce n'est pas en venant signer des petits partenariats ou bien des soi-disant partenariats avec le Nigeria, que le Nigeria va s'en sortir, va construire, ou bien va sortir, n'est-ce pas, de ces problèmes-là où il y a une très grande classe et il y a une basse classe extrêmement pauvre et une très grande classe extrêmement riche. Donc vous voyez qu'il n'y a même pas de classe intermédiaire qui permet souvent de créer l'équilibre. Donc c'est l'extrême au Nigeria, l'extrême pauvreté et l'extrême richesse. Et ça, c'est une minorité qui a cette richesse-là. Donc la France ne peut rien apporter, c'est juste simplement qu'elle veut avoir un tremplin sur lequel elle peut s'appuyer
là, je parle là de la France, pour justement davantage avoir la même mise en Afrique de l'Ouest ou bien dans le Sahel, dans les États, n'est-ce pas, qui sont en train de vouloir se libérer de leur joug. Merci à vous, André-Christophe Fanga. Avant d'aller au standard, Boubou Doucouré, doit-on s'attendre à des relations de coopération différentes entre la France et le Nigeria, différentes à celles que la France entretenait déjà avec votre pays, le Mali, ou encore vos voisins nigériens et burkinabés? Extrêmement difficile, parce que déjà les relations entre le Mali, le Burkina, le Niger, ce sont des pays qui ont été colonisés par la France, où la France avait vraiment une réelle, où c'était vraiment implanté, il y avait une réelle mise d'un point de vue sociologique, d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue réseau d'information, de propagande, de moyens de contrôle, de levier de propagande. Donc la France était vraiment bien implantée. Mais avec le Nigeria, ce n'est certainement pas la même chose. Mais en regardant de plus près, en regardant le rapprochement, en regardant vraiment de la manière dont le Nigeria s'est fait embarquer dans cette cavale de la CEDEAO contre les pays de l'AES, jusqu'à menacer à être prêt à ouvrir en tout cas son territoire à l'OTAN pour pouvoir attaquer un autre pays frère africain, ça dénote un peu jusqu'à quel niveau, en tout cas, le chef d'État qui est là aujourd'hui, le président, nous, est prêt à aller. Je ne sais pas quels sont ses accords et quels sont ses engagements avec la France. Je sais quand même que c'est un président qui est inquiété parce qu'il a déjà fait l'objet, en tout cas, il a déjà fait l'objet de soupçons, sinon de poursuites, par la DEA, qui est une institution indépendante de lutte anti-drogue à l'international aux États-Unis, et qui lui avait valu en tout cas des échanges avec la justice. Donc, se rabattre du côté de la France pour un personnage pareil, je pense que tout est possible. Tout est possible. Mais comme je le dis toujours, aujourd'hui, le Mali, en tout cas, les 3 pays de l'AES ont décidé, en tout cas, de se donner la main et de pouvoir faire en sorte que, quels que soient, en tout cas, les côtés dont ces attaques-là puissent venir, que les États puissent être suffisamment debout. Donc la France peut aussi espérer certainement, peut-être, comme je le disais, d'autres débouchés économiques, parce que, voilà, elle était basée, en tout cas pour l'exploitation minière, elle était principalement basée sur ces 3 pays de l'AES, au-delà, en tout cas, de ses influences aussi en Afrique centrale. Donc aujourd'hui, il est normal que la France cherche peut-être à développer une autre façon de faire. Mais ce qui se faisait avant avec le Mali et certains pays ne sera plus possible. Parce qu'aujourd'hui, même si les dirigeants veulent, les peuples africains n'iront plus dans ce sens. Et comme je vous le dis, et comme je vous l'ai toujours dit sur ce plateau, aujourd'hui, au-delà du Mali et des pays de l'AES, c'est l'Afrique tout entière qui est engagée sur une dynamique générale, sur une dynamique de souveraineté, sur une dynamique d'autodétermination, sur une dynamique d'indépendance réelle. Donc la marge de manœuvre, en tout cas pour les différents chefs d'État, les différentes autorités qui viendront à la tête des pays africains pour les années à venir, restera très restreinte. Et voilà. Donc je pense que c'est ça. Et nous en prenons toute la mesure. Et d'ailleurs, ça me permet encore de rebondir sur la première partie, qui est en tout cas du fait même de faire le point, qui est la question du financement de toutes ces ONG qui aujourd'hui viennent œuvrer dans nos pays africains. Vous voyez, et qui à la suite se retrouvent à combattre nos propres États, à faire des fausses allégations contre nous-mêmes. Je voudrais saluer en tout cas l'action mise en place par le ministre malien de l'administration territoriale, aujourd'hui Premier ministre, qui systématiquement, quelle que soit l'association, quelle que soit l'organisation non gouvernementale, dès qu'il s'agit d'un financement extérieur, vous ne pouvez entamer aucune action au Mali sans au préalable vous référer aux autorités de l'administration territoriale, sans en donner le contenu, sans en donner le programme et sans en être autorisé.
Je pense que tout ça, c'est des leviers que ces différents pays sont en train de un petit peu mettre en place pour non seulement garder la main sur les influences politiques directes, mais aussi les influences politiques indirectes qui passent par certaines ONG ou certaines associations. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire. Voilà. Faut-il s'inquiéter du rapprochement entre le Nigeria et la France, ou tout simplement quelle crédibilité accordez-vous à ce nouveau rapport de Human Rights Watch qui accuse l'armée malienne d'avoir commis des atrocités aux côtés justement de leurs alliés, les instructeurs russes? Monsieur Sidi, vous êtes avec nous, le premier à réagir au Standard ce soir. Bonsoir et bienvenue à vous. Télévision, bonsoir à tous les milliers de téléspectateurs de Foyer. Bonsoir à mon cher Nguéné, journaliste impeccable et utile pour la cause noire. Pasteur Christophe Fanga, tous mes respects et toutes mes considérations. Un pasteur pas comme les autres. Merci pour le service rendu. Pasteur parfait comme le doyen, tous mes respects, je m'incline. Avant tout propos, permettez-moi d'apprécier et de saluer le général Louis-Philippe Ndéon, actuellement en prison en République du Bénin, à qui je souhaite beaucoup de courage et surtout de ténacité. Car la prison, c'est beaucoup de choses. Nous allons y arriver. Lorsque j'ai fini de dire ça, M. Nguéné, rappelez-vous de ce que je vous disais lorsque Gaza était en train d'être génocidé. Rappelez-vous de ce que je vous disais lorsque les Ukrainiens en Ukraine, les Ukrainiens étaient en train de maltraiter des pro-russes au niveau du Donbass et au niveau qu'on appelle de Donetsk. C'est ça qui est arrivé aujourd'hui. Les rapports bidons fournis par les ONG de George Soros, tels que Human Rights Transparency International, ce sont des rapports en réalité qui sont des rapports qui interviennent dans la géopolitique internationale, qui suivent une suite logique. Dans la géopolitique internationale, il y a le camp des démons et le camp des bons. Et le camp des démons n'est rien d'autre que le camp qui n'obéit pas à l'état profond, criminel et suicidaire. Et le camp des bons, c'est le camp de l'Occident collectif qui nous dicte sa loi depuis trop longtemps. Monsieur Nguéné, qu'est-ce que Human Rights a dit par rapport au génocide au niveau du Gaza, en Irak, en Afghanistan, par rapport à la tuerie qu'on appelle qui a eu lieu en Libye, de notre prochain guide qu'on appelle Dieu soit sur lui, le guide libyen, président Mohamed Kadhafi? Qu'est-ce que Human Rights a dit par rapport à ce qui se passe au niveau du terrorisme, au niveau du Sahel, au niveau de mon pays, au Bénin actuellement, ils nous tuent? Qu'est-ce que Human Rights a dit? Donc écoutez, de quoi les gens veulent nous parler? Moi, je m'attendais à ce genre de rapport. Et voilà, aujourd'hui, c'est arrivé. Nous disons très clairement aux femmes et qu'on appelle à toutes les armées de l'AES et de l'Afrique de tuer tout, c'est-à-dire de les exterminer. Et quiconque soutient, qu'il soit ONG, institution ou quoi, quiconque soutient des terroristes, qu'on appelle des rebelles, il faut les pendre. Parce que nous avons compris que ce monde-là, c'est un monde formé dans l'injustice. Et c'est un monde des canassiers, où le plus fort survit. Cela veut dire que si on veut survivre en tant qu'Africain, en tant que panafricaniste, si on veut nous faire respecter tout ce monde, il faut appliquer aussi la loi du talion, qui n'est rien d'autre que œil pour œil, dent pour dent. Tous ceux qui vont lutter, je dis bien tous ceux qui vont lutter contre les intérêts africains, contre qu'on appelle les patriotes, les 10 patriotes, qui sont en train de vouloir nous donner une unité politique en Afrique, doivent être exterminés. Le financement des ONG, le problème est en train de venir. Les présidents qui croient qu'ici ne sont pas encore touchés, ce sont les pays du Sahel, là tout viendra. On verra ce qu'on va leur coller. Et en son temps, nous n'allons pas les défendre. Puisqu'aujourd'hui, ils sont derrière ces ONG pour être en train de mettre des bâtons dans les roues de l'AES. Et comme le dit le président Badakani, mon cher Nguéné, cette lutte, c'est une lutte du vrai Dieu et de nos ancêtres, esclavagisés, colonisés et exterminés. Nous, personne, je dis bien personne, même l'État profond, aujourd'hui fragilisé,
ne pourra encore remettre en cause les acquis que nous avons au niveau du panafricanisme. Le chien aboie, la caravane passe. Rien ne se passera, je dis bien, rien ne se passera. Que les docteurs, en 56 doctorats, comme les Achille Mbembe et les autres, qu'ils se réunissent contre nous et avec les alliés supplétifs terroristes. Ils ne peuvent pas nous combattre dans la terre de nos ancêtres. Et que la France se prépare. Parce que ce qui est en train de commencer, elle a oublié de quoi nous sommes capables. Nous allons lui montrer maintenant de quoi nous sommes capables. Si jamais, je dis bien si jamais le Mali, le Burkina et le Niger qu'on appelle ça incriminés sur un rapport et que ça veut leur créer des problèmes, tous les intérêts français et impérialistes en Afrique, où qu'ils se trouvent, seront saccagés. Trop, c'est trop. Ce sont les êtres humains africains qui sont en train de mourir. Nos propres frères, soldats, civils, sont en train de mourir à cause de l'État profond qui a armé. Pour sortir, M. Sidi. Ils sont en train de tuer nos frères. S'ils vont défendre ces gens-là, nous allons les mettre hors d'état de nuire. Et le sort des mauvais œuvres, mon cher Nguéné, c'est d'être brûlé. Le Nigeria ne m'inquiète pas. C'est un pays, excusez-moi, où il y a eu le désordre. Et entre eux, d'abord, les 36 États, personne ne respecte personne. Tinubu lui-même n'est pas respecté au Nigeria. Donc, tenez-vous tranquille. J'ai entendu la fois passée, le chef d'état-major des armées de la Federal Republic of Nigeria était en train d'incriminer la France publiquement pour leur dire qu'ils sont en train de soutenir des terroristes. Nous y arrivons au moment où son président se retrouve de l'autre côté de la France. Nous suivons qu'on appelle l'actualité et nous suivons l'actualité au niveau du Nigeria. Nous attendons de voir au moment opportun, nous allons réagir. For You Television, an overview of the world. C'est Dieu qui est fort. Nous gagnons ce combat, Inch'Allah. Assalamu alaikum, monsieur Nguéné. Monsieur Sidi, depuis le Bénin, merci à vous. Merci pour votre contribution au standard. Nous avons d'autres appelants. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô, bonsoir à vous et bienvenue sur For You Media Africa. On rappelle que les codes d'accès sont affichés, malheureusement on l'a perdu. Deux thématiques à aborder ce soir aux côtés de nos invités, Bobo Doucouré en direct de Bamako ou encore André Kistelfanga. Sur le plateau à nos côtés, le rapport de Human Rights Watch qui accuse donc les FAMA d'avoir commis des exactions, voire d'avoir commis entre autres des abus graves sur des civils. Le rapport ne vise pas que les FAMA mais également des alliés maliens, on parle bien sûr des instructeurs russes. Il y a également une partie réservée ou du moins consacrée aux groupes armés et terroristes. Human Rights Watch dit s'être appuyé sur plusieurs témoignages, mais également sur plusieurs entretiens menés dans du moins dans plusieurs régions du Mali. On parle de Ségou, de Mopti, de Bandiagara, de Benaka ou encore de Kidal. Plusieurs témoignages ou encore plusieurs entretiens menés aux côtés justement de plusieurs vidéos, images satellitaires et photos reçues. Voilà de quoi est fait donc ce rapport de Human Rights Watch. À côté de cette thématique, nous revenons sur la dernière visite en France du président Bola Ahmed Tinubu du Nigeria. Faut-il s'inquiéter du renforcement des relations de coopération entre Paris et Abuja? Vous avez la parole. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô, bonsoir à vous. Voilà. Bonsoir, mes ingénieurs. Merci, bonsoir à vous et bienvenue. Change. Allô? Oui, bonsoir à vous, monsieur Change, bienvenue. Je vous entends. Nous vous recevons parfaitement. Bonsoir, monsieur Nguéné, bonsoir à vos invités. C'est un plaisir. Je vais être bref rapidement, s'il vous plaît. Excusez-moi, je suis un peu allumé. Moi, je pense que dans toute cette histoire, là où les Human Rights est en train de dire qu'il y avait eu des crimes qui se sont commis, mais qu'est-ce qu'ils disent des rebelles qui font ça? On n'a jamais entendu le Human Rights sortir pour dire les exactions ou bien les crimes qui ont été commis au Burkina Faso, que ce sont des crimes de guerre ou bien on a des preuves que
les rebelles ou bien les terroristes ont agi d'une manière inhumaine. Chaque fois, c'est quand l'armée qui est en train de faire des ratissages, on verra bien que les institutions internationales sortent pour essayer de dénoncer ce que l'armée est en train de faire. D'une manière ou d'une autre, les exemples ou bien les images satellitaires, qu'est-ce qu'ils peuvent nous montrer que ce ne sont pas des rebelles qui sont habillés en tant que civils pour commettre ce genre de crimes? On ne sait jamais. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, moi je pense que l'Occident, le côté impérialisme, il est très difficile de les croire quand ils parlent de ce genre de trucs. Le plus important, c'est que de laisser notre armée de faire leur boulot d'une manière vraiment très difficile, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait eu des attaques dans mon pays au Niger récemment pendant les week-ends. On n'a jamais entendu ce genre de personnes sortir pour dire que tuer des populations, c'est contre la loi. Et concernant le Nigeria et la France, moi je pense que le Nigeria, en passant du géant de l'Afrique, risque de passer par le néanmoins de l'Afrique. Je suis désolé de dire ça. Quand même, parce que Tinubu, sous son règne, le Nigeria a connu des grandes inflations. Et la France, pour le moment, en Europe, je vous l'ai dit, franchement, rien ne va pas. Rien ne va pas du tout. Chaque week-end, il y avait des grèves, des marches, et l'inflation est là. Alors, pourquoi ils s'associent pour essayer de travailler ensemble? Je pense que le Nigeria est en train de faire une très grave erreur. Parce que du côté du point de vue européen, la France, l'économie française ne bouge pas du tout. Pas du tout. Alors, si le Nigeria a intérêt à faire quelque chose, alors tant mieux. Mais quand même, ce sont les relations internationales, je ne me mets pas contre ça. Mais ce n'est pas une histoire qui va être vraiment très bonne pour le Nigeria. Je pense que le Nigeria doit réviser sa diplomatie. Merci beaucoup, M. Nguéné. Merci à vos invités. Merci à toute l'équipe technique. Bonne soirée. Bonne soirée également à vos changes. Merci pour votre contribution, pour votre participation surtout. Au standard, nous avons d'autres appelants. Bonsoir à vous, M. Peter. Alors. Bonsoir à vous, M. Peter, bienvenue. Bonsoir, M. Nguéné. Center, je salue tous vos invités. Je m'intéresse beaucoup le thème sur le Mali par rapport au rapport sur Human Rights, disant qu'ils ont commis des exactions. Aujourd'hui, l'Occident collectif se réjouit de la chute de la Syrie, donc peut se permettre d'activer tous ces leviers servant à non seulement neutraliser tous les pays rebelles, j'appelle les pays rebelles selon les expressions, tous ceux qui ont quitté le giron de l'Occident. Et les premiers concernés en Afrique, c'est l'AES. Et en Amérique latine, c'est Venezuela, Nicaragua et consorts. Donc, nous devons comprendre qu'ils sont dans une dynamique de guerre. Et comme M. Macron lui-même l'a dit, ils sont en guerre contre la Russie, comme si la Russie avait attaqué Paris. OK? Les ex-colonies qui ont décidé de marcher avec Moscou. Voilà un peu ce qu'on-là et cette frustration qui l'habite. Quand j'entends ce genre de choses, parce que moi j'ai effectué des recherches, mais c'est archi faux. C'est un montage monté de toutes pièces, comme ils ont fait au Cameroun, pour accuser l'armée camerounaise, et spécialement les BAR, d'avoir commis des exactions dans la zone anglophone, pour avoir bombardé une case, etc., avec des images satellitaires. Mais sans pour autant dire que là où ils ont été bombardés se trouvaient des stocks d'armes que les rebelles, en fait, les ambazoniens avaient gardés. Donc, nous nous trouvons en fait dans l'inverse de la vérité. Le mensonge devient une vérité et la vérité devient le mensonge. Monsieur Nguéné, regardez aujourd'hui comment on applaudit des djihadistes qui étaient condamnés, recherchés par la DGSTV en France, qui ont commis des exactions au Bataclan, etc. Regardez comment on les applaudit. J'entends même sur des plateaux télé qu'on est content que Bachar soit sorti.
Mais on ne peut pas nous dire ouvertement qu'on est content que des djihadistes aient pris le pouvoir. Donc, M. Nguélé, nous sommes dans un monde de bisous. Donc, ça veut dire de bisoutin. Donc, nous devons prendre nos responsabilités. Et je pense que le Mali est assez mature maintenant pour comprendre les enjeux géopolitiques qui se passent. Un message à lancer à tous les autres pays encore hésitants. Et aussi aux autres pays qui ont dit non à l'impérialisme. Je parle du Tchad, je parle de la Centrafrique, du Centrafrique. Donc, c'est pour dire qu'il y a une offensive géopolitique qui va être menée par l'OTAN en Afrique. Et ça veut dire qu'elle va utiliser tous les leviers. Le Cameroun même est dans le collimateur. Et ça, il faut que les Camerounais le savent. Ils doivent s'attendre à quelque chose de très dramatique en 2025. Donc, il faut que les gens soient sur pied. Le Congo-Brazzaville, pareil. Parce que déjà, même M. Sassou Nguesso, paraît que les Américains ne veulent plus de lui à la tête de cet État. Il y a un Congolais qui a fait ses études aux États-Unis, à Massachusetts, qu'ils ont choisi déjà comme personne clé. Donc, ça veut dire que le Congo-Brazzaville va connaître bientôt une insurrection, un peu comme ce qui s'est passé en Syrie. Pour terminer, M. Nguéné, je prends le cas du Nigeria. N'en voulons pas à M. Tibou. M. Tibou est une mappette, c'est une marionnette. Donc, il ne fait qu'agir comme Macron lui-même, qui est la marionnette du cabinet américain, qui accomplit une mission quand bien même le peuple français le vomit. Et M. Tinubu se trouve dans le même diapason. C'est pour ça que les deux s'entendent. Il vient faire son business, il vient faire comprendre aux Français que vous avez les mains libres. Et pour la France, elle se dit que comme le Niger l'a abandonné, elle peut atterrir au Nigeria voisin. On dit que vous allez rater les bonnes affaires. Mais quelles bonnes affaires, M. Nguélé? Depuis 1940, que la France a commencé à exploiter l'uranium du Niger. Ce pays n'a jamais avancé d'un iota en termes d'évolution, contrairement au Nigeria qui avait son pétrole, même qu'il y a eu une guerre occasionnée par la France, qui est quand même une des premières puissances africaines. Donc ça sous-entend que Paris se moque de nous. Et c'est aux Africains de prendre conscience, ça c'est ma conclusion, qu'il ne faut pas jouer avec l'Occident. Ces histoires de ONG qu'on a dans les pays, là, il faut les ramasser et les jeter à la poubelle. On n'en veut plus. Nous savons ce que nous faisons. Tant qu'il y a un ennemi à l'État du pays qui attaque, on le mate, on le neutralise. Et personne n'a le droit de nous dire ce que nous devons faire. Les États-Unis n'ont pas donné de raison quand on a attaqué les deux tours, là, le Tower Twins, aux États-Unis, à New York. Ils ont immédiatement riposté. Pourquoi Human Rights Watch n'a pas parlé des actions commises en Irak? Point d'interrogation. Merci beaucoup, Foyer Média. See you soon. Bye. See you soon, M. Peter. Merci à vous également pour votre contribution. Merci d'être passé par ici. D'autres appelants sont avec nous également. On va essayer de les prendre avant de revenir sur le plateau. Allô, bonsoir et bienvenue. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Vous avez donc les thématiques de la soirée autour justement de ce rapport de Human Rights Watch ou encore de la récente visite à Paris du président nigérian Bola Ahmed Tinubu. Allô, bonsoir et bienvenue à vous. Bonjour Foyer Média, bonjour à Pasteur Fanga, bonjour à mon frère depuis Mali, M. Guéné. Permettez-moi de dire, Human Rights là, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait, même en Afrique? Si à chaque fois ils disent que c'est le Burkina qui a fait comme ça, c'est le Mali qui a fait comme ça, c'est le Niger qui a fait comme ça. Je lance un appel à tous les Burkinabés. Vous devrez, partir de la semaine qui vient, vous devrez marcher jusqu'à... On doit faire une marche au Human Rights au Burkina Faso pour dénoncer ce qu'ils ont dénoncé, accuser l'armée malienne. Au Niger, mobilisez-vous. On va marcher pour aller au siège de Human Rights au Niger pour dénoncer ce qu'ils ont critiqué l'armée malienne. Au Mali aussi, nous devons lever, allez-y, au niveau du Human Rights, les sièges là, allez faire des messages. On ne peut pas accepter qu'ils vont dénigrer l'armée malienne comme ça. C'est l'armée malienne qui est venue nous donner la dignité et l'honneur sahien. C'est grâce à Assimi Goïta, un fils de Mali, qui est venu sauver toute l'Afrique. Human Rights était où? Quand il y aurait nos petites sœurs, ma petite sœur a été enceintée par l'armée française. Où est Human Rights? Human Rights, il est où? Quand nos sœurs ont été violées par l'armée française dans le Sahel. Et je suis victime de ça, ma petite sœur, même père, même mère, est victime de ça. Quand l'armée française était à Cambouès. Où est Human Rights? Le viol au Mali, le viol au Niger. Human Rights, il est où?
les Burkinabés, levez-vous. La semaine prochaine, il y a une marche au niveau du siège de Human Rights pour dénoncer les centaines de critiques maliens. Au Niger, c'est pareil. La semaine prochaine qui vient, on a une marche. Rassemblez-vous, et le combat continue. Et le combat continue jusqu'à la libération totale du Mali, la libération totale du... Depuis quand le F, la France parle ça, les 4 F, on va les combattre jusqu'à notre dernière énergie. Et merci beaucoup à For You Media pour le combat que vous faites pour nous. Et la lutte continue. La patrie ou la mort nous vaincrons. Merci beaucoup. La patrie ou la mer nous vaincrons. D'aucuns diront que nous avons même déjà vaincu. Merci à vous pour votre contribution. Notre appelant au standard. Allô, bonsoir et bienvenue à vous. Allô, bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur For You Media Africa. Quelques difficultés avec cet appelant. Je pense qu'on va essayer de prendre quelqu'un d'autre. Les du bureau, ou du moins les codes d'accès sont... nous avons plusieurs codes d'accès. Bonsoir à vous et bienvenue. J'avais oublié un élément. Mais vous avez déjà réagi, M. Sidi. Nous pouvons donner la parole à quelqu'un d'autre, M. Sidi. De sécurité. Vous faites que la France est un État terroriste. Human Rights dit quoi par rapport à cette plainte? Parce que nous voulons que cette plainte-là soit traitée. Un État souverain, indépendant, qui a un droit de veto, qui informe, renseigne et arme des terroristes. Il faut que la plainte soit reçue. Après être reçue, ils peuvent venir nous parler. Et je leur rappelle que Human Rights doit nous parler de l'esclavage, de la colonisation et du néocolonialisme avec les institutions de Bretton Woods. Nous les attendons sur ces 4 points. Donc voilà ce que je voulais augmenter par rapport à ça, parce que trop c'est trop, basta, c'est la fin. Et nous allons leur montrer qu'on est plus sauvage que dans ce continent-là. Si nous, ce qui se passe en France ou bien au niveau de l'Europe, nous mettons nos bouches, nous disons comment ils doivent se comporter, ils doivent le dire. Il n'y a aucune institution, je dis bien aucune institution internationale qui prend à notre constitution. Merci à vous, M. Sidi. À nos pays. Ça ne doit plus exister dans ce continent. Nous sommes fatigués d'être commandés par des petits blancs, des styles rouges qui sont embêtés depuis 1900 et depuis même qu'on appelle les temps antiques. Merci. Merci à vous, M. Sidi. Et nous sommes fatigués. Personne ne se mêle encore de nos histoires. Marcher au niveau de la Côte, au niveau du Burkina, marcher un peu partout, comme ça, déloger et renvoyer toutes les ONG européennes. Ils n'ont pas se préoccuper de leur carrière. Merci à vous, M. Sidi. Merci. Merci. Je pense qu'on va avancer. Il y en a également qui veulent réagir. Merci à vous, M. Sidi, depuis le Bénin. Nous allons donner la parole à d'autres également qui souhaitent réagir pour les 5 prochaines minutes. Allô, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, Madame Sissi. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Bonsoir, For You Media. Bonsoir aussi à tous les téléspectateurs. Bonsoir à Monsieur Christelle Fanga. Comment dirais-je, l'ONG Human Rights Watch qui accuse le Mali et Wagner. Mais moi, à mon tour, en tant que téléspectatrice, j'accuse le Mali. Vous savez, il y a des moments où il faut être un peu proactif. Le Mali a suffisamment collecté des preuves sur l'implication, sur les accointances de la France avec les terroristes. Au point, et après même, il y a eu des confessions de certains terroristes qu'on a arrêtés, qui ont montré des preuves, qui ont donné des preuves que la France est celle-là même qui les soutient, c'est elle-là qui apporte la logistique, qui leur donne parfois même qui les entraîne, qui leur donne tous les soutiens militaires qu'il faut. Mais là, le Mali a collecté les preuves. Le Mali est allé à l'ONU. Comment on appelle, à l'ONU, demandant qu'il y ait une confrontation peut-être avec la France. Elle n'a pas eu gain de cause. Et les dirigeants maliens sont rentrés et ils n'ont plus parlé de cette affaire. Mais j'ai dit non.
Mais c'est comme ça le monde est. Le monde fonctionne ici. Vous avez suffisamment de preuves. Je crois qu'il est temps, l'heure est venue, de convoquer certaines chancelleries. Et les Africains, même l'UA, aller exposer tous les faits compromettant la France. On l'a dit, on l'a assez répété. Mais si l'Human Rights Watch continue d'invectiver, de continuer dans son mensonge, parce que c'est une ONG qui vit du mensonge et qui vit de la guerre. Sinon, nous attendons l'ONG, cette ONG, ces terroristes-là, c'est du banditisme aussi, ces bandits-là, on les attend en Syrie parce qu'aujourd'hui, ils sont en train d'exterminer certains Syriens pro-Assad. On attend Human Rights Watch, ces menteurs-là, on les attend en Syrie. Mais on ne les voit pas, on les attend en Côte d'Ivoire pour venir ouvrir les enquêtes sur le camp Alassane Ouattara, on les attend en Côte d'Ivoire. On attend cette ONG-là ici. Depuis 15 ans, l'ONG-là est muette. Donc, moi, je pense que le Mali devait le faire. Ils ne l'ont pas fait. Bon, c'est comme ça, le monde fonctionne ainsi. Hein? Taisez-vous avec vos preuves et puis continuez. Maintenant, sur le Nigeria, vous savez, est-ce qu'on doit s'inquiéter du rapprochement entre la France et le Nigeria? Mais bien sûr, parce que le Nigeria, jusque-là, n'a jamais été du côté des panafricanistes. Hein, depuis un certain temps, les présidents se succèdent, mais on voit qu'ils sont plus proches des Occidentaux. Mais la position géostratégique du Nigeria doit interpeller beaucoup d'entre nous. Hein. Le Nigeria fait frontière avec, je crois, le Cameroun, le Tchad, comment dirais-je, avec plusieurs pays de l'AES. C'est une position très stratégique pour la France. La France, en fait, veut peut-être récupérer, pas peut-être même, veut récupérer ce qu'elle a perdu avec l'AES et puis avec l'Afrique de l'Ouest au Nigeria. Mais comment elle va procéder? Vous savez, les dirigeants nigériens nous ont montré beaucoup de choses. Hein. En Côte d'Ivoire, ici, quand il y a eu la guerre, le président Sarkozy a utilisé Bad Luck pour venir vraiment bombarder ici, pour être complice de la tuerie des Ivoiriens. Donc, après ça, comment dire, celui qui est là, tout le monde sait que je n'apprends rien à personne, c'est sur les réseaux sociaux, c'est un ancien dealer, et les Occidentaux aiment ça. Les gens qui sont dans les compromissions, qui ont un passé trouble, qui ont des liens avec, tu vois, les liens avec des fausses choses, quoi. Donc, les Occidentaux les aiment bien, ce genre de personnages comme celui qui est chez moi ici, comme ça. On leur fait du chantage facilement parce qu'eux-mêmes, ils sont compromis et ils sont dans les compromissions. Finalement, des gens, ils ont vendu leur âme, leur personnalité et tout pour avoir les postes qu'ils occupent aujourd'hui. Et la France aime ce genre de personnes, ce genre de profil-là. Donc, le Nigeria sera vraiment celui qu'on va utiliser pour déstabiliser, comme la France sait le faire, les pays voisins. La preuve, le Tchad a été attaqué. Lorsque le Tchad a voulu venir poursuivre, comment il s'appelle, les Boko Haram, le Nigeria a dit non. Le Tchad a reçu une fin de non-recevoir. Et je me souviens aussi quand le Nigeria était confronté à Boko Haram et puis, je crois, en Amazonie, quand les soldats camerounais ont voulu poursuivre les terroristes sur le sol nigérien, mais le Nigeria, le Cameroun a eu aussi une fin de non-recevoir. Pareil pour le Niger, pareil pour vous savez, les Nigériens, on a l'impression que c'est une âme que les dirigeants nigériens, ils entretiennent. C'est les terroristes qui sont entretenus peut-être pour parvenir à certaines fins qui arrangent peut-être les dirigeants nigériens, que nous-mêmes, peut-être, on n'a pas encore véritablement connu. Hein. Sinon, c'est de quoi se méfier, parce que c'est un pays aux dirigeants à la moralité trouble, la moralité douteuse. Donc, il faut s'en méfier. Sinon, tout le monde sait que au départ, c'est nous qui on vantait la résistance anglophone par rapport aux francophones. On ne vendait pas cher les pays de l'AES. Quand j'appelais, je disais comme ça que avec le pays de l'Afrique de l'Ouest, la France aurait de beaux jours devant elle. Mais curieusement, les pays francophones se libèrent et c'est les pays anglophones avec Akufo-Addo, Dieu merci, il dégage, il a perdu des élections. Et maintenant, le Nigeria de Tinubu. Je pense que ça n'augure rien de bon parce que les Nigérians même, c'est des corrompus.
ils ont mieux à faire. Je crois que s'il y a un bon chef d'État à la tête du Niger, l'Afrique même de l'Ouest sera libérée parce que toute la population est complice, est dans le terrorisme, pardon, est dans le vol, dans les crimes des gangs organisés, surtout dans mon pays. Les Nigérians, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a donné à ce peuple-là. Pour sortir, Madame Sissi. Je vous remercie. Voilà. Merci à vous, Madame Sissi. Nous avons encore 7 minutes à passer ensemble, messieurs. Je pense qu'on va en profiter pour faire un dernier tour de table. Avec vous, tout d'abord, Boubou Doucouré, votre mot de fin pour sortir de l'émission. Un résumé, justement, des 2 thématiques, Boubou Doucouré, de façon générale. De façon générale, je dirais que s'il y a une chose sur laquelle l'ensemble du peuple malien est unanime aujourd'hui, c'est le soutien indéfectible envers nos forces de défense et de sécurité. Et pour cela, rien ne nous fera fléchir. Donc l'appel que je voudrais lancer, c'est que chaque Malien et chaque Malienne doit comprendre qu'il est le premier soldat de la République, qu'il est le premier défenseur de la nation, et que c'est ensemble, que c'est seulement ensemble qu'il est possible de remettre ce pays sur pied et de dépasser nos différences et de nous retrouver autour de l'essentiel. Ce sera toujours mon message que je lancerai, non seulement au peuple malien, mais ensemble, à l'ensemble des peuples du Sahel. Ensemble, c'est seulement ensemble que c'est possible. Je vous remercie. Merci à vous, Boubou Doucouré. André Kistelfanga, pour sortir des pays. Le monde va à une grande vitesse. Et il faut que nous serrons les ceintures pour affronter ces défis qui sont au-devant de nous. Parce que tel que c'est parti, si nous, les Africains, nous ne nous mobilisons pas de partout, que ce soit au Mali, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique australe, Afrique du Sud, toutes les Afriques doivent se mettre ensemble justement pour les enjeux qui sont en train de se préparer. Et ces enjeux-là, c'est que l'Occident a décidé, n'est-ce pas, de vouloir faire la guerre sur notre territoire. C'est pour ça qu'elle cherche aujourd'hui les débouchés. Mais comme c'est des peuples de barbares, ils n'arrivent pas à se comprendre, ils sont opposés à eux-mêmes. Et donc, nous, les Africains, nous devons profiter. Quand on a des dirigeants médiocres en Europe, actuellement, comme Macron, nous avons des dirigeants comme Joe Biden, comme celui de l'Allemagne, là, Olaf Scholz, oui, le chancelier. Voilà, le chancelier allemand. Donc, quand nous avons des hommes comme ça, incompétents, alors nous devons profiter pour, justement, établir, raffermir, consolider, n'est-ce pas, les éléments que nous avons et surtout miser sur la jeunesse. Nous avons une jeunesse hyper dynamique, capable de faire des choses et donc nous devons nous mobiliser pour cela et c'est pour ça que je conseille toujours, par exemple, un président comme Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, recruter 2 millions de Congolais. Ils sont formés par la Russie. 2 millions de Congolais suffisent pour mettre hors d'état de nuit le M23, où il faut faire des coups de gueule inutiles, où il faut faire des discours inutiles. 2 millions de Congolais formés par la Russie, armés. Ils envahissent, même s'il faut envahir le Rwanda, on envahit le Rwanda en quelques instants. Je pense qu'il faut être plus sérieux et il faut que nous nous armons de courage. Monsieur Nguene, il faut que nous nous armons des éléments. L'envahissement du Rwanda, de cette façon. J'ai dit si possible. Oui. Mais le Rwanda n'envahit pas la RDC. Je pense qu'il faut que nous nous organisons pour justement nous défendre. Et je conclue avec ceci. Allez-y. Quand vous êtes riche, la première des choses, c'est de vous sécuriser, de vous protéger. Et l'Afrique est extrêmement riche. Pourquoi on n'arrive pas à se protéger? Voilà, qui est dit. Pour conclure, André Kistelfanga, Boubou Doucouré, merci à vous messieurs d'avoir été les invités de cette émission du Point sur l'actualité, édition du 12 décembre 2024. Merci à nos nombreux téléspectateurs, oui, toujours aussi nombreux au quotidien, fidèles télé et auditeurs sur nos différentes plateformes numériques, Facebook, YouTube, Instagram, Telegram, X. Vous êtes également nombreux de plus en plus. Merci à nos nombreux auditeurs, ceux qui nous prennent en relais également au quotidien via la 96.3 FM for You Radio. Merci surtout à la grande équipe de la réalisation. Portez-vous bien.